Bonjour et bienvenue à cette nouvelle conférence de notre cycle rythmologie de la MSHL. Nous recevons aujourd'hui Richard Pérez. Richard a fait ses études en France et puis il a émigré aux États-Unis pour une carrière à l'Université d'État de New York, SUNY, State University of New York at Albany, Sonia, et il a poursuivi une carrière d'enseignant-chercheur sur l'énergie solaire en particulier. Il est actuellement émérite, poursuit encore des recherches et encadre des doctorants toujours sur ce sujet. Il dirige un groupe d'experts à l'Agence internationale de l'énergie à Paris, où il agit comme consultant auprès de différentes industries, nous en parlera, sur l'énergie solaire. L'enjeu de l'énergie solaire, évidemment, ses variations jour-nuit et météorologiques, et ont souvent été présentées principales à cette source d'énergie renouvelable, et pose le problème, évidemment, du stockage et de la distribution d'une énergie dont on ne maîtrise pas la production à la distribution aux heures où on en a le plus besoin. Je remercie Richard de s'être levé si tôt le matin, puisqu'il nous parle depuis les États-Unis. Je le remercie aussi d'avoir accepté d'ouvrir ses connaissances à un large public, et alors qu'il a une posture, une position d'expert, de spécialiste. Et je le remercie aussi de bien vouloir exprimer autant que possible en français la nature de toutes ces connaissances. Merci Richard et je vous laisse la parole. Merci pour l'introduction. J'espère que tout le monde m'entend bien et voilà les diapos que je vais présenter. Donc, rythmes et flux de production de distribution d'énergie photovoltaïque ou, comme on dit souvent, PV pour faire plus court. Et je vais aussi un peu parler du cousin du PV qui est l'éolien, qui est en fait un sous-produit de l'énergie solaire. Les diapos seront en anglais, je ne les ai pas toutes traduites, mais le texte, les paroles seront en français. Au moins, j'essaierai de faire de mon mieux là-dessus. D'abord, parlons des fondamentaux de ces énergies renouvelables. Euh, c'est des grosses ressources. Ça, si on compare toutes les sources d'énergie à la surface de la Terre, c'est des représentations sphériques. La ressource solaire est beaucoup plus grosse, et ça, c'est un an. Beaucoup plus grosse que tous les autres qui sont toutes les renouvelables, en fait, qui sont des sous-produits du solaire. Donc, chaque fois, il y a une transformation vers moins. Par exemple, on passe du soleil au vent, aux vagues. Chaque fois, on perd. Et surtout, si on les compare à ces énergies finies, ça, c'est les réserves connues de charbon, d'uranium, de pétrole et de gaz naturel, qui sont une fois pour toutes. Donc avec le soleil, on dépasse tout de très loin, une fois par an. Avec le vent aussi, il y a assez pour faire ce que les économies mondiales consomment aujourd'hui. Ça, c'est la consommation de l'énergie au niveau de la planète. Donc il y a de quoi faire. C'est gros. Ça devient aussi très très peu cher. Ça, c'est le coût d'un module photovoltaïque c'est en dollars, ça peut être en euros aussi, c'est pas très loin. Depuis les tout premiers panneaux qui ont été mis en vente dans les années 70, et la décroissance est dramatique. En fait, on voit même plus le niveau de décroissance, tellement c'est petit maintenant, donc il faut regarder à une échelle logarithmique, et on voit que le taux de décroissance continue depuis toujours. Maintenant, ça coûte presque un millième de ce que ça coûtait avant. D'ailleurs, la banque de Wall Street, Lazard, dit que maintenant c'est un kilowattheure produit par du photovoltaïque ou du vent sur Terre est moins cher que de le produire avec l'autre ressource qui était jusque-là considérée la moins chère, c'est combined cycle gaz naturel.
Ça, c'est un des graphes que j'aime bien regarder, qui est produit en fait par la Banque Lazare chaque année. Ça compare le coût de production d'un mégawattheure ou d'un kilowattheure pour toutes les technologies capables de produire de l'électricité disponible. Donc ici, j'ai le photovoltaïque à grande échelle. Ici, j'ai le vent terrestre, pas le vent offshore. Et ici, j'ai les technologies classiques. Donc on voit tout de suite que par exemple, le nucléaire est à peu est 4 à 10 fois plus cher que le PV au niveau production kilowattheure. Et ces chiffres sont basés sur tout ce qui se construit sur la planète, donc, et sans subvention, c'est des chiffres, combien coûte la technologie et combien sont négociés les contrats de production. Donc c'est devenu très peu cher, c'est aussi de plus en plus efficace, aussi un des autres graphes que j'aime bien suivre chaque année, c'est produit par le National Renewable Energy Lab, le laboratoire de recherche d'énergie solaire aux États-Unis, et ça montre le rendement sur l'axe des Y de conversion de l'énergie solaire en électricité possible avec toutes les technologies de, 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 de photovoltaïque. Celle-ci que j'ai souligné en bleu clair, c'est le silicium monocristallin. C'est ce qui constitue 95% et plus de ce qui est disponible sur les marchés. Donc, on est passé d'une douzaine de pourcents à 25% aujourd'hui. Et les meilleurs panneaux aujourd'hui font 25-26%. Et ça plafonne vu les limites du silicium naturel. Par contre, il y a une nouvelle technologie qui se développe maintenant, qui est très prometteuse, qui va rajouter en tandem une nouvelle technologie qui s'appelle perovskite. C'est une forme cristalline il y a du calcium, de l'indium, et on la rajoute sur les panneaux classiques et on peut espérer dans les années 30 des conversions qui vont être beaucoup plus que 30%, jusqu'à 40% pour les panneaux photovoltaïques. Donc on pourra mettre beaucoup plus d'énergie par mètre carré. Et finalement, c'est une technologie qui grandit très très vite. Ça, c'est la puissance installée par an de photovoltaïque sur la planète. Depuis que j'étais en fait étudiant, j'ai pris des notes chaque année. Et en fait, ça ressemble. On arrive maintenant à 600 gigawatts installés en 2024, ce qui est énorme. Une tranche nucléaire, c'est 1 gigawatt. Euh, Plus de 50% se passe en Chine. Et c'est une exponentielle, ça ressemble vraiment à une exponentielle. Et le meilleur moyen de regarder une exponentielle, en fait, c'est aussi d'utiliser une échelle logarithmique sur l'axe des Y qui nous donne le taux de croissance. Et on voit que c'est un taux de croissance qui est plus ou moins constant depuis toujours, en fait, depuis que la technologie est entrée sur le marché. Et si on fait l'exercice intellectuel de projeter ce taux de croissance dans le futur, et c'est un truc qui me fait sentir bien au niveau des problèmes de la planète. On se rend compte qu'il y aura assez de photovoltaïque installés sur la planète dans les années 2040 pour produire tout ce dont on a besoin et plus. Et pour le moment, je vois aucune raison pour laquelle ce taux de croissance devrait baisser. La technologie est plus facile à faire, moins chère, il y a besoin de moins de matériel. Les, c'est beaucoup plus facile à faire qu'avant. Donc, on verra. Mais pour le moment, les tendances sont très, très fortes. Par contre, il y a aussi des roadblocks, des barrières. Et la barrière principale, c'est l'intermittence de la ressource. C'est pas quelque chose qui est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ça vient en fonction du temps. On les appelle VRE, Variable Renewable Energy. Il y a aussi d'autres barrières. Si j'ai du temps, à la fin, j'en parlerai un peu. C'est des problèmes de déploiement des technologies sur le terrain. Mais parlons de l'intermittence. C'est en fait des rythmes solaires, en fait, qui sont la cause de cette intermittence. Donc, regardons un peu. J'aime bien regarder des datas tout de suite. Chaque point sur ce graphe représente une minute d'une journée
sur un système de toiture solaire quelque part sur la planète. C'est une journée, le matin, le soleil se lève, l'énergie arrive, le soir, ça s'arrête, et au milieu, il y a des passages nuageux. Donc, quand le soleil se montre entre les nuages, ça monte. Quand les nuages repassent, ça redescend. Donc, c'est très, très variable et les producteurs d'électricité au niveau des réseaux aiment pas trop cette ressource aléatoire et je les comprends. Par contre, le rythme change. C'est intéressant en regardant la ressource solaire. Si on regarde une autre échelle de temps, ici, je regarde des données horaires pour 4 journées, en fait, 4 jours, et on voit que le pas de temps est différent. Là, on voit le rythme journalier, la nuit, pas d'énergie, le jour de l'énergie qui peut être variable ou qui peut être très prédictible pour une journée claire. Si on augmente le pas de temps à une semaine, le signal devient encore différent. Ça, c'est l'énergie produite chaque semaine par peut-être mon système sur le toit de ma maison ici. Donc, le rythme devient plus aléatoire et, et c'est les systèmes météorologiques qui dominent là. Et si on le regarde à l'échelle de temps de 1 an, donc ici j'ai une 30 ans de données là, et je regarde le pas de temps, c'est 1 an, et c'est super stable. La ressource est très très constante au niveau annuel. Donc ce rythme dépend de l'échelle de temps. Donc si on s'intéresse à une planification à très long terme, on sait qu'on peut compter vraiment sur le soleil, que ça va être super stable. Si par contre on doit compter sur la prochaine minute et qu'il y a un phénomène de nuages dans le coin, on ne sera pas trop, trop stable. Il y a aussi une dimension spatio-temporelle. Donc là, je regarde à un système quelque part et je regarde là la production de chaque journée. Donc chaque point représente la production cumulée sur une journée. Donc on voit l'effet annuel. J'ai 1 an de données ici. Donc en hiver, il y a moins de ressources qu'en été. Et on voit les passages nuageux qui affectent cette ressource. Par contre, si j'augmente la, l'échelle spatiale, ici, au lieu de regarder juste un seul point, je regarde la ressource intégrée sur tous les États-Unis dans ce cas-là. Je vois que la ressource devient plus stable, les variations deviennent plus petites. Et si je regarde la planète entière, c'est une ressource aussi qui est très très stable à grande échelle. Il ne reste plus qu'une petite variation de plus ou moins 3% qui est liée au fait que la Terre s'éloigne du Soleil. Donc il y a un peu moins de soleil en été qu'en hiver à cause de la forme elliptique de la trajectoire du Soleil autour de la Terre autour du Soleil. Mais c'est très très stable. Donc on a cette ressource solaire. Ici j'ai des données horaires, j'ai 1 an de données. Je crois que c'est sur la ville de New York. Donc c'est partout. Il y a rien la nuit, beaucoup le jour. Il y a des journées ennuagées au milieu. C'est un signal très très aléatoire. Il y a une forme saisonnière qui est assez prédictible. Et si je regarde le vent, le sous-produit du soleil, c'est encore plus variable. Ça, c'est aussi la ressource de vent, pas très loin de l'État de New York, sur la côte où il y a pas mal de vent. La ressource est assez forte, mais c'est encore plus variable que l'énergie solaire. Il y a des grands creux où il n'y a pas de vent, et il y a des périodes où il y a beaucoup de vent, et ça change beaucoup entre la puissance maximum et pas de puissance. Donc l'éolien est encore plus difficile à manipuler que le solaire au niveau rythme. Et si on compare ça à la demande, ça c'est les rythmes dont on a besoin. Ça c'est le rythme économique. Ça c'est la ville de New York, c'est la demande électrique sur la ville de New York. Donc vous voyez les variations journalières, nuit-jour, ça pique un peu en été à cause de la demande en climatisation. Et il y a des vagues de chaleur où ça pique le plus. Donc, focalisons-nous un peu maintenant, regardons plus en détail quelques jours ici, et on va essayer de réconcilier tous ces rythmes. Donc ici, j'ai quelques jours de la demande sur le réseau de la ville de New York. Donc, la nuit, le jour, la nuit, le jour. Ça ressemble à la demande sur n'importe quel réseau sur la planète, plus ou moins. C'est similaire partout qu'on regarde. Et cette demande, elle est de manière traditionnelle, ce qui fournit l'électricité
à ces réseaux, il y a deux types de manière traditionnelle. Il y a ce qu'on appelle du base load, de la génération de base, et de la génération qui est dispatchable, qui peut être conduite en accélérant, on en a besoin de plus. Donc en base, on a les grosses centrales nucléaires et les grandes centrales hydro, comme les chutes du Niagara, qui sont très très stables. Et en dispatchable, on a surtout du gaz naturel, qui peut être conduit comme une voiture par les opérateurs de réseau. Ils ont besoin de plus de puissance, ils poussent un peu sur les... Donc on peut être sûr qu'il y a l'équilibre entre la demande et la ressource. Arrivent les énergies intermittentes, et ici j'ai un mélange de 50% photovoltaïque, 50% vent, qui opère à la marge de ce réseau, euh, et qui produisent 5% de l'énergie. Donc à 5%, on peut réduire la puissance de gaz et ça fait un travail assez acceptable par tout le monde. Ça réduit les pics en fait. C'est pas mal. Par contre, si j'augmente la pénétration énergétique de ces énergies variables, ça commence à créer des problèmes. Ici, je n'ai que 15% de pénétration, donc on est encore loin du compte. Et déjà, je vois que la ressource complémentaire de gaz devient un peu plus aléatoire, difficile à manager. Il faut des prévisions météorologiques pour savoir quand prévoir de tourner, mettre les trucs en marche. Donc ça devient plus un casse-tête. Et on est à ce niveau-là déjà dans deux, trois États américains. On est certainement dans plusieurs pays européens. Donc ça devient déjà un problème. Et si j'augmente la pénétration encore, je suis à 30% ici, je commence à rentrer dans les ressources qui sont quasiment impossible à manager. Ici, je suis à 50% et vous voyez, il y a déjà plus de correspondance entre la demande et l'offre dans ce cas-là. Donc, les variables sont perçues à raison comme un problème. Et ce qui se passe sur beaucoup de réseaux maintenant, on dépasse les limites de ce que le réseau peut porter. Il y a des prix négatifs sur les marchés de l'énergie qui sont causés par le fait qu'il y a trop de ressources, donc ça crée des problèmes pour tout le monde. Les opérateurs de réseau ont tendance à couper les centrales solaires et éoliennes quand il faut plus, donc ça crée des problèmes pour les producteurs. Il y a des moratoriums de déploiement. Par exemple, dans l'État de New Jersey, au sud de New York, il y a 80% des circuits, on ne peut plus mettre de panneaux PV maintenant. Et ça crée une opposition entre les industries solaires, éoliennes et les régies électriques. Donc c'est une mauvaise situation qui est liée au fait qu'on n'a pas pensé à déployer ces énergies euh, variables d'autre manière que unconstrained, sans contrainte. C'était le plan et c'est toujours le plan aujourd'hui. C'est comme ça que ça se développe, même en France. Par contre, on pourrait avoir ça, ce qui s'appelle de l'énergie ferme. Donc ça vient d'une transformation de ces énergies variables en quelque chose dont le signal est identique à la demande. Et là, si on en rajoute, la pénétration devient très prévisible et très manageable. Donc on peut éliminer la ressource en gaz d'abord, de manière sans créer de problème pour les opérateurs, petit à petit, avant à la fin peut-être d'éliminer aussi la ressource de base. Donc comment est-ce qu'on fait ça, de transformation? Il y a quatre éléments à faire. D'abord, il faut le bon mix d'éolien et de PV qui dépend de la demande et qui dépendent des ressources locales. Il faut du stockage d'énergie, bien sûr. Et les batteries deviennent aussi moins chères et sont très flexibles, donc c'est un bon élément à avoir. Il faut aussi quelque chose qui n'est pas encore sur le radar de personne, en fait, qui s'appelle du stockage implicite. Et ça consiste à construire plus de renouvelables et en couper une partie quand il faut. Et j'illustre l'idée de stockage implicite avec ce petit graphe ici. Sur l'axe des Y, j'ai le coût de production
d'un kilowattheure ferme disponible 24 heures par jour, 365 jours par an. Et les composants de ce coût sont le photovoltaïque et le vent, le stockage. Et donc, si on procède de manière comme on procède maintenant, on met du PV et du vent et on essaie de résoudre le problème avec que du stockage, d'avoir un kilowatt ferme devient impossible. C'est beaucoup, beaucoup trop cher, donc tout le monde s'en dégage et tout le monde dit que ça marchera jamais. Par contre, si on se pense un peu hors de la boîte et qu'on met plus de vent et de PV et qu'on en coupe, dans ce cas-là, je dirais à peu près 40 à 50%, on diminue cette demande de stockage au point que le coût du kilowatt ferme, en fait, devient très compétitif. Et cette partie verte, c'est la partie qu'on appelle implicit storage, c'est la partie d'énergie produite par le PV et le vent qu'on n'utilise pas, qui est jetée, mais ça fait partie du plan pour arriver à un coût très faible. Et finalement, le dernier truc qu'on peut faire aussi pour réconcilier ces deux, c'est de rendre cette demande un peu plus flexible en gardant un peu de génération dispatchable des, des turbines à gaz, mais en les faisant marcher avec quelque chose qui est très propre, sur lequel je m'intéresse beaucoup maintenant, qui s'appelle les e-fuels, c'est des electrofuels, qui, qui vont être vraiment sur le radar, je dirais, d'ici 5 10 ans. Donc, on fait de l'hydrogène avec du vent et du PV quelque part sur la planète. Il y a beaucoup de ressources. On peut capter le carbone et l'oxygène de l'atmosphère et avec un peu de chimie, et je ne suis pas un spécialiste de chimie, on peut faire n'importe quelle molécule de fuel qui peut être utilisé dans n'importe quel. On peut faire voler les avions avec ça, par exemple, et on peut faire tourner les centrales existantes à gaz. Et on n'en a pas besoin de beaucoup. Je vais le montrer sur quelques exemples. Donc, ces quatre solutions, si on les met ensemble et qu'on les optimise, et ça, c'est le travail que je fais au sein de l'Agence internationale de l'énergie avec des collègues de partout sur la planète, ça, c'est les prévisions de coûts de puissance ferme à 100% renouvelable, vent, PV, e-fuel, dans différents endroits de la planète. Et on voit que les coûts de génération peuvent être très, très compétitifs. En fait, c'est moins cher que beaucoup d'endroits où on fait de l'électricité aujourd'hui, disponible tout le temps. Et même, on vient de terminer une étude pour la province de Nouvelle-Écosse au Canada, où même aujourd'hui, on pourrait déjà, avec un mix optimum de 25% photovoltaïque, 70% éolien et 5% de e-fuel, produire de la puissance moins chère qu'ils la produisent aujourd'hui. Ils ont beaucoup de diesel, beaucoup de pétrole, donc l'énergie est assez chère à produire dans cette province. Mais malgré tout, c'est des solutions qui sont là, qui sont juste quelques années dans le futur. Donc, des solutions très solides très stables, qui résolvent complètement le problème de variabilité. Je vais m'arrêter un peu sur ces deux cas-là. MISO, qui est une partie centrale des États-Unis, et la Suisse, c'est des études que mon fils et moi avons. C'est nous qui les avons faites. Les autres, c'était des collègues de l'AIE qui les ont fait dans leur propre région. Donc ça, c'est MISO, Mid-Continent Independent System Operators. En France, l'équivalent, ce serait ERDF, ou je crois qu'ils ont changé le nom, ils appellent Enedis maintenant. C'est l'opérateur de réseau. Donc c'est une très grande région interconnectée qui va de la Louisiane jusqu'à la frontière du Canada, les Grands Lacs ici. J'illustre la ressource solaire pour montrer qu'il y a plus de soleil dans le sud qu'au nord et assez nuageux autour des Grands Lacs. Et le plan de cette recherche, c'était d'étudier 100% renouvelable, solaire et vent. Ça, c'est la ressource éolienne, par contre, qui est bien opposée à la ressource solaire. Donc, c'est une bonne chose. Il y a plus de vent vers le nord et moins vers le sud. Et de regarder l'impact des coûts des technologies. Donc, on a regardé des coûts dans le futur immédiat où le PV coûte ce qui coûte maintenant sur les marchés, le vent coûte ce qui coûte à 1500 $ par kilowatt et le stockage coûte ce qui coûte maintenant.
Et on s'est projeté dans le futur où les coûts devraient baisser à ces niveaux-là. Et c'est assez conservatif, ça. Tout le monde est d'accord que ça va être dans cette zone. Et on a rajouté un peu de flexibilité en gardant 5% de gaz naturel dans cette région pour le moment. Donc, je me focalise ici sur une de ces sous-régions de cette grande région de MISO couvre l'État du Michigan, ici, la région 7, pour illustrer avec des chiffres. Et je commence à regarder avec des coûts présents qui sont toujours assez chers, uniquement du photovoltaïque, uniquement du solaire et pas de stockage implicite. Et ça, c'est le coût du kilowattheure, si on fait ça. Si on raisonne comme on raisonne maintenant, ça coûte une fortune. Donc chaque kilowattheure coûte 1,77 $ du kilowattheure, ce qui est beaucoup, beaucoup plus que partout sur la planète. Et c'est les composantes de ce coût, le stockage, comme on l'a vu sur le graphe d'avant, est responsable de ce coût énorme. Par contre, si je surconstruis ma ressource photovoltaïque dans ce cas-là, et que j'en jette une partie, je peux déjà faire baisser ce coût de manière assez conséquente. C'est encore un peu cher, mais c'est déjà pas mal. Donc le stockage implicite est très économique, même si on s'en sert pas, même si on le jette. Si je regarde les coûts futurs, j'arrive à des chiffres qui sont très, 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 très compétitifs. Si je regarde que le vent au lieu de regarder que le PV, c'est à peu près le même genre de situation. Il faut que je surconstruise et que je jette à peu près près de 70% de la ressource, que je m'en serve pas pour arriver à des coûts compétitifs. Par contre, si je mélange les deux de manière optimum, ça m'amène beaucoup plus bas. Donc c'est là que le, le mélange optimum des deux ressources a un rôle très fort. J'arrive à 4,7 cents par kilowattheure de génération, qui est à peu près l'équivalent de ce qu'ils font aujourd'hui avec du charbon dans cette région. Si maintenant je considère que pas seulement cette région, mais que je vais intégrer ma production sur toute la région interconnectée et que je ne me soucie pas de payer des lignes électriques, je suppose que c'est gratuit. C'est une sous-estimation. Et de manière intéressante, j'arrive seulement à faire baisser le coût à peine de 4,7 à 4,2. Donc ça, c'est contraire à beaucoup de ce qui se réfléchit aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment besoin de travailler sur des régions immenses pour faire avoir des coûts bas. On peut les avoir sur des régions qui sont petites. En fait, on a regardé à chaque région si elles s'isolaient, de travailler en autarcie chacune avec leur propre mix optimum de ressources. La moyenne par région serait 4,65 cents de production. Et la couleur des régions ici illustre le mix optimal de ressources. Donc, dans les endroits où il y a beaucoup de vent, c'est le vent qui domine, mais il y a quand même une grosse proportion PV. Mais partout ailleurs, le photovoltaïque, du fait que c'est une ressource un peu moins variable que le vent, euh, tend à dominer, surtout dans le sud où c'est 80% et plus de ressources solaires. Donc ça, c'est l'état des lieux pour le centre des États-Unis. Ah non, il y a encore la flexibilité. Si je garde un peu de gaz naturel, à 5%, c'est pas beaucoup. Cette flexibilité me permet d'en faire baisser encore les coûts de manière assez conséquente. Donc, et je sais que je pourrais en fait évoluer ce gaz naturel vers des choses qui sont complètement sans empreinte carbone d'ici 5-10 ans, même si c'est cher, comme on va le voir dans le cas de la Suisse. Donc ça, c'est un cas complètement différent. C'est plus les grandes plaines américaines où la ressource est très large. C'est la petite Suisse, voisine de la France. En fait, c'est similaire à l'endroit où vous êtes à Grenoble maintenant, à bien des points. Donc aussi, la Suisse nous a demandé de regarder aussi 100% renouvelable, qui dans ce cas-là serait du solaire et de l'hydro. Le vent est assez difficile à développer en Suisse. On regarde aussi l'impact des coûts technologiques, comme on a fait aux États-Unis. Et aussi, on regarde si on peut rajouter un peu de flexibilité avec des fuels propres. Ça, c'est la ressource solaire
en Suisse. Donc, c'est des données journalières, un an de données. Donc, c'est une ressource difficile à manipuler. Il y a quasiment pas de soleil 3, 4 mois par an en Suisse. On est à presque 7, 8 fois moins qu'en été. C'est assez variable de jour en jour, mais c'est aussi surtout très variable au niveau annuel. Et ça, c'est le dispatch des ressources sur le réseau suisse aujourd'hui. Donc le haut, c'est la demande sur le réseau suisse, donc ça pique en hiver. Et les ressources qui donnent cette demande, c'est une grosse base nucléaire qui est très stable. Il y a une grosse base hydro, il y a beaucoup de barrages, beaucoup d'eau sur les montagnes en Suisse. Et il y a un peu d'autres ressources au milieu. Il y a déjà du PV pas mal, il y a du gaz naturel et du biogaz, mais c'est des petits pourcentages. Il y a des importations en hiver et des exports en été, surtout vers l'Italie, et les imports viennent de France et d'Allemagne en hiver pour maintenir la demande sur ce réseau. Et le réseau hydro est intéressant en Suisse, il est assez sophistiqué. Il y a des barrages qui marchent au fil des rivières. Il y a des batteries hydrauliques, beaucoup de batteries hydrauliques, où on pompe l'eau dans les barrages d'un côté et de l'autre. Et il y a aussi des batteries one-way qui marchent que dans un sens, c'est des gros réservoirs qu'on vide petit à petit au cours d'une saison entière, alimentés pour le moment par les glaciers. Peut-être dans le futur, ça ne sera plus le cas. Et l'objectif qu'ils nous ont demandé, c'est de faire d'abord de grandir la demande de 30%, parce que à cause de l'électrification des transports et des pompes à chaleur qui vont remplacer les sources de fuel, et aussi de voir ce qui se passerait si on élimine le nucléaire. Les Suisses ont voté d'éliminer petit à petit leur centrale nucléaire, donc c'est sur le plan, on va plus en avoir, donc on peut pas vraiment construire d'éolien en Suisse. Et on peut plus construire d'autres barrages parce ils ont 95%, c'est déjà fait. Donc, c'est pas un truc qu'ils peuvent rajouter. Donc, tout le travail serait à faire par le PV. Donc, c'est la question qu'ils nous ont posée. Cette ressource qui est très difficile à manier, comme il n'y en a pas beaucoup en hiver. Est-ce que ça peut être fait? Donc, on a regardé plusieurs scénarios. À gauche, c'est la situation courante où la ressource énergétique est nucléaire en rose et hydro en bleu avec un peu de truc entre les deux. Et on a regardé à 6 scénarios qui seront hydro et photovoltaïque, qui doit être bien sûr ferme parce que il faut que la demande soit satisfaite tout le temps. Et ces scénarios diffèrent avec la petite partie grise entre les deux qui peut consister soit d'un peu de vent, de gaz naturel, de biogaz, de e-fuels ou d'import du reste du réseau européen. Donc je vais me focaliser sur ce scénario ici qui est 100% renouvelable. Celui-là a une grosse ressource de e-fuels. Et donc du e-fuel, c'est comme une centrale à gaz, mais ça marche avec du gaz propre, produit par du vent et du PV, quelque part, disons, dans le sud de l'Espagne ou au Maroc. Ça coûte très cher. C'est 20 centimes du kilowattheure, donc c'est à peu près 5 fois plus cher qu'un kilowattheure fait par une centrale à gaz normale. Mais regardons ce que ça va donner. On a regardé aussi à deux, deux hypothèses de coûts. On a regardé des petits systèmes qui coûtent très cher. Ça, c'est le prix du PV 860 francs suisses par kilowatt. C'est à peu près 1 euro aussi. Et 330 pour le stockage par batterie, très très cher. Donc, ça serait des systèmes plutôt individuels et commerciaux. Et on a regardé aussi des grands systèmes à l'échelle industrielle, qui coûteraient bien sûr beaucoup moins cher au niveau des batteries et du PV. Et on a aussi regardé à deux configurations pour interconnecter avec le reste de l'Europe. Une où le réseau suisse continue à être interconnecté avec le reste de l'Europe, mais sur une base net zéro, donc ils importent autant qu'ils exportent. Et une autre où on couple les fils, où la Suisse opère de manière autonome au sein de l'Europe. Plus aucun contact.
Donc voilà tous les résultats. À gauche, donc sur l'axe des Y, j'ai le coût de la génération ferme, 24 heures par jour, 365 jours par an. À gauche, j'ai tous les scénarios où j'ai de l'import-export, et à droite, j'ai tous les scénarios où la Suisse est standalone. Donc c'est un peu plus cher, mais il n'y a pas grosse différence entre les deux. En bleu, en rouge, j'ai les petits systèmes, donc ils sont plus chers que les grands systèmes en bleu. Mais la différence est aussi, c'est c'est pas, c'est pas un ordre de grandeur, c'est quelques centimes de plus pour les petits systèmes. Et dans tous les cas, en fait, tous tous les scénarios me donnent un coût de production entre, disons, 6 et 8 centimes du kilowattheure par an. Ce qui est pas mal du tout pour un petit pays comme la Suisse, surtout si on compare à ce que les Suisses et tout le monde a eu en Europe, en fait, avec un réseau qui a moyenné 23 centimes du kilowattheure il y a 2 ans et l'année dernière aussi à cause des problèmes de ce qui s'est passé en Ukraine. Tous les prix ont monté, ont flambé. Donc, c'est très stable et c'est moins cher. Donc, maintenant, on est redescendu dans ces zones-là avec de l'énergie classique. Mais ça, c'est des chiffres qui intéressent beaucoup le gouvernement suisse, qui sont à long terme très prévisibles et très stables. Ça, c'est le nombre de gigawatts qui devraient être installés dans tous les cas en Suisse pour tous ces scénarios. Et dans tous les cas, on est moins d'un maximum qui avait été déterminé par une autre étude en Suisse où ils avaient regardé à tous les endroits où on pourrait déployer du photovoltaïque sans créer de problème. Donc, toutes les toitures, les parkings, les centres commerciaux, un petit pourcentage de fermes. Donc, ça, c'était le niveau acceptable. Donc, dans tous les cas, on est bien en dessous. Et ça, c'est ces fameux curtailment. Dans tous les cas aussi, il faut utiliser du stockage implicite. Donc, il faut surconstruire. Donc, ça comprend la surconstruction du PV. Donc, les conclusions de ce travail que je fais avec l'AIE, c'est que des situations avec des environnements complètement différents, comme le centre des États-Unis ou la Suisse, ou comme on l'a vu, mes collègues l'ont fait dans le nord de la Chine ou dans les îles des Caraïbes ou l'île de la Réunion, c'est que des solutions 100% renouvelables, variables, sont économiquement acceptables, que le stockage implicite, c'est-à-dire surconstruire et jeter une partie de la ressource, c'est central. Et c'est pas encore dans l'ADN des plans. C'est complètement en dehors de la boîte. Mais sans ça, on n'y arrive pas. Le mix optimum de PV et d'éolien est essentiel parce que ça change d'un endroit à l'autre de manière assez forte. Le stockage saisonnier et les interconnexions à grande distance ne sont pas indispensables. Donc ça aussi, ça va complètement contre le grain de ce qui se pense au niveau des gouvernements. Il nous faut du stockage saisonnier et il faut interconnecter la Californie avec New York pour faire passer la puissance d'un côté à l'autre. Ça aussi, c'est pas du tout indispensable si on se penche sur les résultats que j'ai présentés. Et finalement, le e-fuel, même si c'est très cher, et ça restera cher, ça restera 3 4 fois plus cher que les fuels d'aujourd'hui. Si on en utilise une petite partie, ça a un effet catalyse qui est très marqué. Ça nous permet d'avoir des coûts qui sont très compétitifs. Ce qu'il faut, c'est des nouvelles règles de marché qui permettent à ces solutions de se mettre en marche. Pour le moment, les règles du marché, telles qu'elles sont sur les réseaux électriques, euh, ne permettent pas ça. Je connais pas mal de gens qui construisent des centrales PV aux États-Unis et personne n'a envie de couper parce que tout leur cash flow, il vient de maximiser la production. Donc, pour le moment, les règles du jeu, elles sont contre le développement de ces ressources qui sont celles qui devraient être à long terme. Donc ça doit être changé. Comme le dit mon collègue suisse Jan Remund, avec qui je travaille à l'AIE, the economic model must fit the physics of the resource and not vice versa. Donc le modèle économique doit se plier aux caractéristiques physiques des ressources et pas le contraire. Pour le moment, on fait le contraire. On essaye de mettre une forme ronde dans un trou carré
et on en observe les limites partout sur la planète à cause de cette intermittence qui devient problématique. Mais il y a une solution et une bonne solution. Donc prenons un petit step backwards maintenant, un petit step, un petit pas. Regardons les choses d'un peu plus loin. Cette physique de la ressource et des rythmes de l'association de bonnes règles qui nous permettraient de faire marcher ces ressources pour l'économie. En fait, on ne pense pas trop, mais on s'est adapté à ces rythmes. La Terre et même une énorme partie de notre économie, elle est branchée directement sur ces rythmes. Toute la nourriture, tout ce qui se passe autour de nous, c'est déjà, on s'est déjà bien adapté à ces rythmes. C'est seulement la partie technologique, économique de nos sociétés qui ne l'est pas encore. Mais tout le reste, ça marche. Et c'est énorme, ça. On ne se rend pas trop compte. Mais posons-nous la question. Si, si on devait produire la lumière naturelle dont on se sert tout le temps, on se pose même pas la question, mais elle est là. Ça éclaire les routes, ça éclaire tout. Si on devait faire ça avec des ressources conventionnelles, combien il faudrait de ces ressources? Donc, ici j'ai un complexe nucléaire de 3,2 gigawatts. Combien de ces centrales il faudrait pour produire ce dont on se sert déjà sans même se poser la question? Ben, il en faudrait, on a étudié, il n'y a pas beaucoup à étudier, il faut juste regarder les chiffres, mais c'était un de mes projets d'un de mes étudiants, ça. Et il en faudrait beaucoup. Il en faudrait encore plus que ça. Ah, on y arrive. Il faudrait 35 millions de ces centrales euh, de ces complexes nucléaires partout sur la planète pour faire ce qu'on utilise déjà de manière intuitive. Ça veut dire, et pas de problème parce que au bout de 39 heures, il n'y aurait plus de fuel nucléaire pour les faire marcher. En fait, ça ne durerait pas longtemps. Donc, en fait, 35 millions, c'est une centrale tous les kilomètres, plus ou moins. Donc, on se sert de ça déjà beaucoup et ça marche très bien. Donc, ce qui reste à faire, c'est en fait de travailler sur la partie qui nous permettrait de faire la partie business économique de la planète, de se servir de ces mêmes ressources naturelles et juste de convertir les rythmes. Et ça, on sait faire. Il ne, pour moi, c'est juste une question d'abord d'éduquer tous ces gens qui n'ont aucune idée que cette transformation est possible et d'adapter les règles pour que ça puisse se faire. Donc la clé, elle n'est pas vraiment technologie. Les technologies existent pour faire le boulot. La clé, elle est plutôt les régulateurs qui disent comment doivent fonctionner les marchés. Donc, si vous avez quelque chose à retenir de ça, rappelez-vous, c'est très gros la ressource solaire. Je ne sais pas s'il me reste du temps, mais s'il me reste un peu de temps, je peux vous parler de cet autre problème qui est les problèmes de déploiement à toutes les échelles. Donc l'intermittence, c'est résolvable de manière élégante, c'est hors de la boîte maintenant, mais on va y arriver. Les issues de déploiement, c'est surtout lié à de la désinformation et beaucoup de NIMBYism. Je ne sais pas si c'est un mot qu'on utilise en français, NIMBY, pas dans mon jardin, pas dans mon backyard. Donc les gens, ils veulent pas le voir. Ils veulent bien quelque part, mais pas chez eux. Et il y a pas mal de désinformation. Les journaux, Energy Sprawl and the Green Economy, on va détruire l'environnement au nom de sa sauvegarde. Donc ici, c'est quelque chose qui est sorti dans le Wall Street Journal, qui est un journal très conservatif, mais que beaucoup de gens influents lisent. Et ce qu'ils lisent, c'est que ben, mettre du photovoltaïque et du vent, ça va détruire l'environnement si on veut le sauver. Donc, et parce qu'ils n'ont pas pensé à... Tout est amplifié. Donc, on s'est intéressé à ce sujet et on a regardé où est-ce qu'on peut déployer cette ressource et quel va être le vrai impact si on fait ça. Donc, je me suis penché surtout sur l'État de New York où j'habite. J'habite ici à Albany. Et on a regardé la solution optimale pour faire de l'énergie 100% renouvelable à New York, 5% PV, 40% vent, 5% e-fuel.
Et overbuild, on construit à peu près 50% plus de ce qu'on a besoin sur une base énergétique et on en jette un tiers. Et on fait tout en plus. Et donc, on se projette dans le futur où tout est électrifié. L'électricité, les transports et les bâtiments. Et on regarde où est-ce qu'on peut mettre cette puissance PV. Donc, au niveau PV, pour faire 55%, il faut 360 square miles en kilomètres carrés, c'est à peu près 850. Donc, c'est énorme, ça fait peur aux gens. Donc, il en faudrait tant pour l'électricité, tant pour les transports et tant pour les bâtiments. Mais si on regarde ce que valent ces 850 kilomètres carrés, c'est à peu près la taille de cette partie jaune dans le point d'interrogation. Et si on le regarde en contexte, au niveau utilisation du territoire dans l'État de New York, ça c'est comment le territoire, comment la couverture du sol est répartie dans l'État. Donc c'est dominé de très loin par des forêts. Il y a des champs, il y a des récoltes, des zones humides, il y a des villes et des banlieues, du sprawl, il y a des réservoirs et il y a des zones entre les deux, shrubs et de la lande. Et si on fait l'exercice de se dire on va prendre 15% de l'espace urbain, 5% de l'espace suburbain, on va faire flotter du PV sur les réservoirs à l'échelle de 5% et on va prendre 1% des fermes, ce qui est une bonne chose aussi pour les fermiers parce que c'est très bon pour ça leur permet de maintenir leur ferme. D'avoir une centrale PV sur un de leurs champs, ça rapporte beaucoup plus que de faire grandir du maïs, par exemple. Ça leur permet de rester sur leur ferme et d'avoir plus de cash flow. Si on regarde que ça, ces chiffres, ils sont très acceptables et très conservatifs. Ça nous amène déjà à 2 fois plus que ce dont on a besoin. Donc, l'histoire de déploiement, qu'on va tout couvrir et arrêter de manger parce qu'on aura tout couvert les récoltes avec du PV, si on regarde les chiffres, c'est un truc qui ne tient pas debout. Un autre truc intéressant, au moins dans l'État de New York et beaucoup d'endroits en fait de la planète, un peu en Europe, c'est que si on regarde les forêts il y a 150 ans, il y en avait beaucoup moins. C'était tout des fermes qui ont été laissées tomber par les fermiers qui sont partis dans les grandes plaines et en Californie. Donc, si on prenait un peu de la forêt existante, qui est aussi de la forêt, des fermes dégradées, de la forêt de peu de qualité, on pourrait aussi prendre cette surface là où elle est disponible. Mais il y a beaucoup plus. Donc, il y a de l'espace pour grandir. En fait, on pourrait avoir 80% de demande électrique en plus que ce qu'on a prévu avec cet espace sur les toitures. En plus, on va avoir des systèmes PV à plus haut rendement, donc moins d'espace. Et on travaille aussi sur la demande. On va essayer de faire baisser la demande dans beaucoup de cas avec des procédés électriques qui demandent moins d'énergie. Donc, on aura certainement besoin de moins que ça, moins que 800 km². Donc, plus de place pour grandir. Cet exercice, on l'a fait pour tous les États américains. J'aurais bien aimé le faire en Europe, mais on ne l'a pas fait encore. Qui s'appelle Room to Grow. Ça veut dire, vu les besoins courants, combien est-ce que pour augmenter nos besoins en restant raisonnable au niveau de ce qu'on utilise au niveau PV et vent. Donc, on voit que dans les États très peu peuplés de l'Ouest américain, on peut grandir de 2500% au Montana, 350% en Californie, mais il n'y a aucun État, même les petits États très denses comme le Rhode Island, où on ne peut pas subvenir localement à la ressource avec 100% renouvelable. Ça, on l'a publié dans un article qui est, si vous googlez Richard Pérez Solar, vous tombez sur mes articles si ça vous intéresse. Et on a aussi développé une web app où vous pouvez faire varier ces pourcentages de toiture pour chaque État des États-Unis. Donc, on peut dire, si je veux produire, si mon PV devient plus efficace, quels vont être les résultats? Si je prends un peu plus de forêt, un peu moins de ferme. Donc, c'est un truc interactif qu'on a fait dans la marge de ce papier. Donc voilà, Euh, pour moi, la marche à suivre est claire.
Il ne reste qu'à convaincre les decision makers, c'est économique, mais il y a beaucoup d'inertie à faire et c'est sur le travail sur lequel je me consacre à présent. Donc, je vous remercierai et je serai prêt à répondre à toute question émanant de l'auditoire.